Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le webinaire éducation thérapeutique du patient. Les professionnels et les patients en parlent. Est-ce que vous avez tous le son? C'est bon? Vous me faites signe de la tête, très bien, parfait. Donc l'atelier d'aujourd'hui abordera les difficultés rencontrées par les programmes d'éducation thérapeutique du patient dans l'inclusion des patients. Donc, je me présente, je suis Sandrine Oliveira, je suis responsable territoriale sur la Moselle et les Vosges à l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé du Grand Est. Et j'aurai le plaisir du coup d'animer cet atelier avec Karine Barel. Donc, est-ce qu'elle est là? Karine, je vais laisser peut-être vous présenter. Oui, bonjour à tous. Karine Barel, patiente experte, formée aux 40 heures donc ETP, patiente transplantée rénale et en même temps adhérente à 2 associations de patients, France Rhin, Champagne et Rhénanie, tout simplement. Et j'interviens donc dans des formations IREPS et puis sur d'autres webinaires. Parfait. Juste avant peut-être de commencer, quelques règles pour le fonctionnement de Teams. Du coup, il va se découper en 2 temps. Un premier temps, on va vous présenter la démarche de projet qui a été réalisée pour réfléchir sur l'inclusion des patients, et un deuxième temps où vraiment ça sera ouvert aux échanges, aux questionnements, aux recommandations avec vous. Donc vous aurez la possibilité de prendre la parole. Donc pour ce faire, vous avez une main en haut, un petit icône qui ressemble à une main. Donc pour si vous souhaitez prendre la parole ou poser des questions, vous cliquez dessus et la main se lève et on vous donnera la parole. Et du coup, vous pourrez ouvrir votre micro parce que les micros sont désactivés directement. Donc le micro qui est tout en haut, juste à côté de la caméra, pour prendre la parole, et ensuite couper le micro pour éviter les bruits de fond qui pourraient déranger l'atelier. Voilà. Donc l'atelier est enregistré. Comme ça, vous pourrez le retrouver par la suite en replay sur notre site internet. Donc, le projet. Donc, ce projet a été financé par la Conférence régionale de santé et de l'autonomie du Grand Est, avec le soutien financier donc, de l'Agence régionale de santé, la région Grand Est et la G2R, la mondiale. C'était un projet qui a pour objectif d'améliorer la qualité de l'offre en éducation thérapeutique du patient sur le Grand Est, à travers différents critères et éléments clés d'amélioration. Un premier qui aurait pu être, par exemple, la lisibilité, la visibilité de l'offre en éducation thérapeutique. Par lisibilité, j'entends la compréhension de ce que c'est un programme d'éducation thérapeutique du patient, la collaboration entre le milieu hospitalier et le milieu ambulatoire, le renforcement des compétences des professionnels, l'implication des personnes atteintes de maladies chroniques dans la construction d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, l'adaptation de l'offre aux besoins des personnes vivant avec une maladie chronique. Donc pour ce faire, pour avoir un petit peu le vécu et connaître un peu les besoins et les éléments sur lesquels travailler, on a été interrogé des patients, donc des personnes qui vivent avec une maladie chronique sur le Grand Est, qui ont soit participé à un programme d'éducation thérapeutique, soit refusé de participer, ou soit arrêté en cours de route, c'est-à-dire abandonner un programme d'éducation thérapeutique du patient. De même manière, on a aussi été interrogé l'entourage de ces patients-là pour connaître leur point de vue par rapport au programme d'éducation thérapeutique. Soit c'était un entourage qui avait participé à un programme d'éducation thérapeutique du patient ou qui accompagnait un patient vivant avec une maladie chronique. Et on a aussi été interrogé des professionnels qui œuvrent au sein de programmes d'éducation thérapeutique du patient. Donc, c'était des entretiens qualitatifs. Il en est ressorti de ces entretiens-là 3 grandes problématiques. La première, ce qui va faire l'objet de notre réunion, l'inclusion des patients. Donc, une problématique d'inclusion pour différentes raisons. Premièrement, une méconnaissance des programmes d'éducation thérapeutique du territoire. Les personnes ne connaissent pas les programmes qui existent sur leur territoire. Ou alors, les professionnels de santé ne connaissent pas et ne parlent pas des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Autre chose, certaines personnes nous ont même évoqué, moi, l'éducation thérapeutique, je ne suis pas malade, je ne suis pas une personne qui en ait besoin, ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas une personne en situation de handicap. Donc, avec des représentations
diverse de ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient. Et un autre élément qui est ressorti, qui posait problème dans cette inclusion, c'était des outils, en tout cas une stratégie de communication des programmes d'éducation thérapeutique qui n'étaient pas toujours comprises, pas toujours très jargonnantes, voilà, pas toujours perçues, en tout cas par les personnes vivant avec une maladie chronique. Alors, j'ai envie de vous dire, quoi de mieux que d'écouter un petit peu ce que nous ont dit les personnes. Donc, je vais vous présenter. Si ça peut bien marcher. Je vais vous dire un petit peu, nous allons écouter ensemble ce que les personnes ont évoqué comme difficulté sur l'inclusion des patients. Je crois que le problème, c'est aussi la méconnaissance. On ne sait pas ce que c'est qu'un programme. D'abord. Attendez, je monte peut-être le son, vous entendez bien. Un programme d'éducation thérapeutique. Rien que le terme, déjà. Déjà, le programme, ils se disent, oh là là, on va rentrer dans un truc. Je pense que même chez les professionnels de santé, c'est compliqué. Ça, je ne sais pas ce que c'est. La moitié des personnes comprennent ETP égale une consultation personnelle, et puis qui ne comprennent pas bien, enfin, ils comprennent mal, ils ne savent pas ce que ça veut dire vraiment. Je veux dire, c'était dans le couloir, ah oui, on fait les ETP, ça vous intéresse, c'est quoi? Bah oui, écoutez, pour présenter la maladie, bah non, je la connais, donc c'est bon, quoi. Voilà, c'était un peu dans ce genre-là. On a un petit peu l'impression d'arriver là par hasard, parce que je ne sais pas comment sont sélectionnées un petit peu les personnes qu'on invite en fait à participer à ces journées-là. Donc on se dit, oh bah tiens, on m'a proposé ça, c'est bien, mais si j'avais pas croisé cette personne-là à ce moment-là, peut-être qu'on ne m'aurait pas proposé, quoi. Les ETP, ça fait des années que j'en ai entendu parler, mais étant malade de longue durée, je pensais ne pas en avoir besoin, tout simplement. Que j'ai assez de connaissances au niveau de la maladie pour ne pas en avoir besoin. Je voulais que d'autres personnes qui en avaient vraiment besoin en bénéficient. Je ne suis pas malade, c'est une façon d'oublier. Si on vient à des trucs réguliers, le mardi c'est la consultation de... On est malade, donc je ne me sens pas malade, donc du coup j'ai aucune raison de participer à des confrontations de malades. Avant les 3 ans, ça ne vaut pas la peine de leur proposer, parce qu'ils ne voudront pas. Et parce qu'ils iront peut-être, mais à reculons, et parce qu'ils n'ont pas encore, ils n'ont pas accepté la maladie. Alors, je ne crois pas que ce soit le rhumatologue directement qui me l'ait proposé. Je crois qu'ils ont dû se croiser dans un couloir, quelque chose comme ça. Et bah tiens, il y a peut-être pour une journée d'éducation thérapeutique. Ah oui, on va vous proposer. On propose des journées d'éducation thérapeutique. Est-ce que ça vous intéresse? On en a une là bientôt. Voilà. Okay. Donc ensuite, j'ai eu une invitation par mail. Et, mobiliser quelqu'un pour qu'il s'y intéresse, parce que quelqu'un qui n'a pas envie de participer à ces choses-là et de ne pas écouter, c'est pas intéressant. Initialement, je m'étais dit, bon bah voilà, je vais m'emmerder, parce que comme a dit madame, c'est très long. C'est très long, c'est sur 2 heures. C'était imposé. Écoutez, j'en éprouvais pas le besoin du fait que justement, comme je disais, moi ma vie, elle est perturbée mais sans plus. Donc ma maladie, je la connais. Et puis, bon, j'ai une activité, quoi. Je pars, voilà, j'ai une vie. Je me sens pas handicapée, en fait. Non, le mot éducation thérapeutique, je n'ai pas tout entendu. On voit qu'il y a vraiment un manque de communication, un manque de tout au niveau des ETP. C'est quand même important de dire à un généraliste qui est notre chef d'orchestre quelque part, parce que comme c'est pluridisciplinaire, on a plusieurs pathologies, plusieurs médecins et tout ça, c'est pluridisciplinaire, tout est centralisé chez les généralistes. Et c'est parce que c'est les ETP. Là, j'avais refusé parce que j'estimais que j'en avais pas besoin. Mais après, plus jamais. Alors, je pense que peut-être il y a des médecins qui pensaient que je l'avais fait, ou voilà, peut-être que... Mais on ne l'a plus jamais reproposé. Si les professionnels étaient convaincus que ça puisse marcher, parce que je pense que c'est le premier. Si vous êtes convaincu, eh bien, vous convainquez les gens. Si vous en doutez, ça ne marche pas. Une communication vis-à-vis du grand public et vis-à-vis des médecins aussi.
Très bien, voilà. Voilà un petit peu ce qui est ressorti de nos entretiens. Alors, je remercie encore vraiment vivement tous les patients, toutes les personnes qui vivent avec une maladie chronique, les professionnels et l'entourage qui nous ont vraiment donné beaucoup de choses lors de ces entretiens-là et on les retrouve dans ces éléments. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. Alors, Karine, je ne sais pas. Non, en effet, on voit que c'est une réalité de terrain pour le coup et ça ressort bien, un manque de communication, programme éducation thérapeutique, qu'est-ce qu'il en est véritablement, des professionnels qui ne savent pas forcément communiquer dessus, ça ressort énormément pour entre patients, voilà. Et sincèrement, honnêtement, qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique? Donc on revient vraiment à ça. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse en tant que patiente, j'aimerais justement vous faire un petit peu réagir sur tous ces témoignages qu'on a eu justement des patients. Et à la limite, le but, c'est pas simplement de faire un constat de ce qu'il y a actuellement, mais plutôt d'essayer d'aller un petit peu plus loin et de faire justement changer les choses et de créer justement des recommandations. Donc, je voudrais lancer un petit débat, un petit brainstorming, si tout le monde voulait un petit peu participer. Et puis avoir justement vos ressentis, vos idées même, pourquoi pas, et avoir même les recommandations pour justement changer tout ça et faire que les patients puissent vraiment poursuivre et faire de l'éducation thérapeutique telle que ça doit être fait et tout du moins être communiqué. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse réagir et me dire un petit peu ce que vous en pensez de tout ça. Qui veut prendre la parole? Madame Lopez, vous avez levé la main, on vous laisse la parole. Oui, bonjour. Moi, c'est vrai que les constats que je viens d'entendre par les témoignages, il est vrai on a eu les mêmes constats en équipe parce qu'on fait justement, on a un programme d'éducation thérapeutique non inscrit à l'ARS, mais on a un programme d'éducation thérapeutique. Donc, on a essayé justement de travailler par rapport à la communication. Donc déjà, on a fait un petit livret quand on est en consultation avec le neurologue que l'on distribue. Et ensuite, on a aussi communiqué avec les neurologues plus libéraux, parce que je suis dans un centre hospitalier, donc avec les neurologues libéraux afin de transmettre l'information. Mais après, c'est vrai que par rapport aux médecins traitants, pour pouvoir toucher plus aussi les médecins traitants, c'est un peu plus compliqué parce que il y a, enfin, en tout cas dans les villes, hein, à la campagne peut-être moins, mais dans les villes, il y a beaucoup de médecins traitants. Donc du coup, envoyer une communication de de ce type, c'est assez complexe parce que ils en ont très peu, chacun en ont très peu. Donc la question, c'est justement comment communiquer envers d'autres professionnels de santé, hormis intra-hospitalier en tout cas, pour mieux communiquer. Donc moi, c'est vraiment une des questions à laquelle on n'a pas encore réussi à trouver de solution. Madame Lopez, vous êtes donc infirmière coordinatrice Parkinson, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, infirmière coordinatrice Parkinson au CHU de Reims. Donc on est une équipe, je suis la seule infirmière. Après, par rapport à l'éducation thérapeutique, il y a une neuropsychologue qui participe aux ateliers, un kiné et le médecin avec qui je travaille. Voilà, c'est une petite équipe. Mais c'est vrai que souvent, même des neurologues libéraux, quand ils proposent, parce qu'ils m'envoient des courriers pour dire ce serait intéressant pour tel ou tel patient, quand je rappelle le patient, souvent il ne sait pas en quoi consiste l'éducation thérapeutique. Donc du coup, je réexplique par téléphone en quoi ça consiste et s'il est intéressé effectivement pour suivre ce programme. Mais il y en a beaucoup qui confondent avec, par exemple, un programme de rééducation.
ils pensent à de la rééducation fonctionnelle. Il y en a certains qui pensent, comme ça a été dit dans les témoignages, à des consultations, juste, enfin, rendez-vous pour revoir un petit peu, moi dans le cadre du Parkinson, le rééquilibrer les traitements. Et aussi, certains qui ont déjà la pathologie depuis un moment, qui disent déjà connaître la maladie, et donc ils se disent, bon, je vois pas en quoi ça pourrait m'aider. Donc c'est vrai que nous, on appuie beaucoup plus sur l'échange entre les dix, parce que c'est des groupes collectifs que je fais. Donc l'échange entre les participants, surtout pour échanger sur le vécu, pour échanger sur les petites astuces du quotidien. Et souvent, moi, je leur dis, écoutez, moi, j'aurais beau vous donner des conseils sur comment faire pour améliorer votre quotidien. Dans un coin de leur tête, ils disent, bon, oui, mais elle est malade. C'est pas elle qui a la maladie. Donc, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le fait que si c'est d'autres personnes qui ont la même maladie et le même vécu, qui ont les mêmes types de problématiques, ça permet d'avancer, et justement dans l'acceptation. C'est plus par rapport à l'acceptation en elle-même, parce que et donc pour proposer des stratégies d'adaptation, qu'ils puissent trouver leur stratégie d'adaptation. Voilà. Bon, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, parce que s'il y a d'autres personnes qui veulent donner leur avis aussi. On avait effectivement, merci beaucoup, on avait aussi monsieur, puis madame Adé, monsieur Trush et monsieur Charel. Donc je laisse la parole à monsieur Canap. Oui, bonjour, donc je suis monsieur Canap, je suis patient expert dans le diabète. Donc moi j'interviens à plusieurs niveaux. J'interviens notamment dans des groupes de parole dans le cadre d'Élan Solidaire, qui est organisé par la Fédération nationale, où là on accueille des parents. Et puis aussi j'interviens dans le cadre hospitalier, dans le cadre de EducOuest Vosgien. J'interviens pour des patients diabétiques dans le cadre du suivi mis en place par l'hôpital de Vittel, où j'anime aussi des groupes de parole. En fait, je pense que c'est principalement à travers les hospitalisations de suivi que l'on peut faire passer le message. Et si on peut intervenir à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que les patients se rendent compte de l'intérêt de l'échange entre patients hors du cadre médical, enfin dans le cadre médical, mais hors forcément d'un discours médical, de façon à aborder tous les aspects de la vie. Et c'est à ce moment-là que l'on crée le besoin, que l'on retrouve ensuite dans des groupes de parole extérieurs. C'est plus facile de les mettre en place. Parce que le fond du problème, c'est ce que les autres intervenants disaient, c'est la méconnaissance. Méconnaissance des patients qui souvent ne savent pas que ça existe, puis méconnaissance des professionnels qui, ne sachant pas, ne savent pas orienter. Si on arrive à régler ce problème-là, après, le reste suivra. Merci. Merci beaucoup, monsieur Canap. Parole à madame Adé, qui avait demandé la parole également, qui n'avait pas l'accès à la main a priori, mais qui nous avait fait un petit mot dans le chat. Oui, madame Adé, on vous laisse la parole. Bonjour. Alors, je suis patiente ressource, formée aux 40 heures. Je figure dans un programme d'éducation thérapeutique, mais je n'interviens pas. Et moi, je voulais vous faire part d'une expérience qui avait fonctionné. Ça peut peut-être aussi être utile pour trouver des recommandations. Alors, c'était des consultations des pathologies, c'est dans le cadre des hépatites, et en même temps que le médecin faisait ses consultations, organisait ses consultations, il y avait la présence de l'association. Et le médecin, en fin de consultation, demandait aux patients de passer chez la secrétaire pour le prochain rendez-vous et de passer à l'association pour avoir plus d'informations sur la maladie. Les patients, comme c'est le médecin qui le leur demandait, ils allaient au secrétariat et venaient à l'association. Et au niveau de l'association, donc on répondait à leurs questions, mais on leur expliquait qu'il y a possibilité d'ateliers avec des infirmiers et
qui travaillaient dans cette spécialité pour leur donner plus de renseignements, pour travailler avec eux sur la vie quotidienne et que nous, avec leur accord, nous étions présents. Donc, on expliquait un peu cette éducation thérapeutique. Et les ateliers fonctionnaient également en même temps que les consultations de l'hépatologue. Et ça se faisait automatiquement et nous n'avons eu aucun refus, c'est-à-dire tous les patients passaient. C'était tout à fait automatique. Et si je dis ça fonctionnait, c'est à partir du moment où, surtout pour l'hépatite C, où il y a eu les traitements qui guérissaient, les médecins, pensaient que c'était peut-être plus tellement utile par rapport à cette hépatite. Et à partir du moment où ils ne demandaient plus aux patients de passer, les anciens patients y venaient parce que c'était tout à fait automatique, mais les nouveaux patients ne venaient plus. Ou très rarement, parce qu'ils n'avaient plus le temps, ils avaient envie de repartir. D'accord. Si je peux me permettre, je voudrais vous poser une question. On avait évoqué ça dans un premier webinaire, justement le premier qui abordait un petit peu l'éducation thérapeutique, et certains patients avaient évoqué comment fait-on quand nous n'avons pas d'association en fait, qui représente certaines pathologies chroniques. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Parce que c'est vrai que toutes les pathologies chroniques n'ont pas foncièrement d'association présente sur le territoire. Quelle solution pourrait être envisagée? C'est beaucoup le médecin. On a organisé, c'était au Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg, des permanences vraiment sur le site, parce que nous sommes un peu en ville, un peu délocalisés, même si c'est pas loin. Donc, on avait organisé ça en même temps que leur consultation. Lorsque le médecin disait que l'association est présente, je parle maintenant de l'association, ça peut être l'éducation thérapeutique, à partir du moment où le médecin disait l'association est présente, ils sont tout juste à côté, les patients venaient, le médecin ne disait rien, ils ne venaient pas. Et actuellement, il y a encore de l'éducation thérapeutique en place pour l'hépatite C, oui, à cause je dirais presque à cause, oui, des médicaments qui sont chers, enfin, ils vont voir l'infirmière d'éducation thérapeutique, mais c'est le médecin qui, en fin de consultation, leur demande d'aller voir l'infirmière et ils y vont. Alors qu'à Colmar, le médecin qui fonctionnait comme ça est parti à la retraite. Et le nouveau qui est tout à fait pour, mais qui laisse le libre choix aux patients, il le leur propose et il ne leur demande pas de passer. Hein. Avant, c'était vous passez et ils y allaient. Maintenant, c'est une proposition au choix du patient et c'est très souvent « oh, je n'en ai pas besoin » ou « je n'ai pas le temps » ou « peut-être la prochaine fois ». Et il y a vraiment, ce sont des consultations qu'on va arrêter parce qu'il n'y a pratiquement plus personne qui vient, alors qu'avant, c'était 100% des personnes qui passaient. Donc, c'est vraiment l'impulsion du médecin, comment le médecin annonce l'existence, ou sans rentrer dans les détails, hein, mais informe les patients de ce dispositif ou les incite vraiment à y aller. J'ai encore une question. Et après, est-ce que ça veut dire un temps d'échange avant avec le médecin pour présenter l'association, pour qu'il puisse en parler et donner des éléments? C'était assuré, je n'ai pas bien compris. Désolée, excusez-moi. Est-ce que vous avez fait, avant justement ce travail-là, un temps de rencontre avec les médecins pour justement présenter l'association, pour qu'ils puissent en parler, qu'ils puissent mieux en parler, ou il n'y a pas eu besoin de ce temps-là? Si, nous avions pris rendez-vous chez le médecin pour aller lui, justement lorsque celui qui est parti à la retraite est parti, hein, donc on est allé voir le nouveau et on lui a expliqué, il savait qu'on avait été présent, mais on lui a vraiment présenté ce qu'on faisait et oui, l'utilité aussi, il en était persuadé. Donc, c'est quelqu'un qui, oui, on a eu quand même 1 heure d'entretien avec lui hein, pour lui présenter, on était allés à 2, si on pouvait le reprendre avec lui, il était tout à fait d'accord et tout à fait convaincu. Mais comme je vous ai dit, il formait les patients en proposition plutôt.
et la secrétaire qui travaillait avec, qui dépendait de lui, redonnait les informations. Et il y avait même des plaquettes sur son bureau qu'elle remettait aux patients ou un peu de documentation s'ils en voulaient. Et ça n'a pas fonctionné de la même façon que si le médecin dit vous y allez au moins pour vous. Oui, ils peuvent aussi dire vous y allez juste pour découvrir ou voir ce que c'est. Après, le patient, il décide s'il continue ou pas. Mais uniquement la proposition, c'est peut-être pas assez parce qu'il n'explique pas plus. Il n'a pas le temps dans les consultations. Très bien, merci beaucoup. C'est un peu le de monsieur Canap. Justement, la méconnaissance des médecins de ce tissu associatif présent qui peut être soutenu. Alors, nous avions des questions de monsieur Charel. Nous avions dans l'ordre monsieur Trush, pardon, qui avait demandé la parole, qui travaille à Azalée, monsieur Trush, et ensuite, effectivement, monsieur Charel et madame Vander. Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, je travaille effectivement pour l'association Azalée, je suis infirmier en santé publique. Je précise, je travaille au sein d'une maison de santé, donc avec des médecins libéraux. Et on a effectivement, on a établi déjà le programme Azalée, en fait, permet d'avoir justement un infirmier dédié au sein d'un cabinet pour justement réaliser de l'éducation thérapeutique. Alors, j'évolue dans un quartier prioritaire de la ville, donc c'est vrai qu'on a une population encore plus fragilisée, on va dire, et la relation aux soins est quand même très particulière, étant donné que c'est énormément, on va dire, de consommation de soins. Donc la notion même d'éducation thérapeutique, il y a déjà un travail à faire à ce niveau-là, en disant, le patient, il se demande déjà, je pose souvent la question d'ailleurs aux patients, je dis, mais vous venez pourquoi? Et la réponse, c'est quasiment systématiquement, le médecin m'a demandé de venir. Voilà, sans plus d'explications. Donc effectivement, j'écoutais tout à l'heure une personne qui disait, il faut tout réexpliquer à chaque fois ce que c'est que l'éducation thérapeutique, comment est-ce qu'on fonctionne, comment... Voilà, il y a déjà tout ce travail-là à faire, effectivement, qui fait que, alors bon, d'un autre côté, c'est intéressant parce que, j'allais dire, les patients, effectivement, ont leur représentation, mais en même temps, on déconstruit quelque chose. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on fait tout un cheminement et l'avantage, c'est vrai que j'interviens dans leur quartier. Donc, du coup, c'est vrai que la proximité fait que ils ont aussi une facilité de régulièrement et c'est eux qui choisissent un petit peu le rythme auquel ils veulent venir. Tout en, bien évidemment, tout en veillant derrière à mettre en place le programme de TP en fonction des objectifs que le patient aura mis en place, ou en tout cas qu'on aura convenu ensemble. Et on fait le point régulièrement, ce qui permet effectivement un suivi régulier et on va dire ça marche plutôt pas mal. On va dire. Voilà. Sandrine, ton micro. Voilà, je voulais vous poser une petite question. Quand vous dites vous intervenez dans le quartier, c'est-à-dire? Alors, je reçois sur rendez-vous. Donc, j'ai un bureau dédié au sein de la maison de santé. Donc, les patients connaissent le chemin vu qu'ils vont voir leur médecin traitant. Donc, moi, je suis dans le bureau à côté. Donc, ça, c'est déjà ça. J'interviens dans le quartier aussi parce que je fais de la promotion de la santé au sein même du quartier. Donc, que ce soit au niveau du centre socioculturel, on a mis en place un temps d'échange mensuel sur une thématique de santé choisie par les personnes qui participent. Il y a ces éléments-là. Il y a effectivement, je participe à des projets dans le cadre du contrat de la ville. Il y a des comment ça s'appelle, des programmes de santé en collaboration, que ce soit avec la ville, avec les associations locales, alors en plus on est en train de développer ce qu'on appelle une CPTS, donc communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé, ce qui permet effectivement d'élargir aussi le champ d'action. Enfin voilà, il y a toute une dynamique qui se crée autour des différents professionnels et intervenants en santé.
et ce qui permet de renforcer les liens avec les associations déjà existantes. Je rappelle, alors dans le quartier, on a aussi les petits déjeuners partenaires, donc c'est vrai que toutes les associations du quartier interviennent, et donc du coup ça permet d'échanger aussi sur ce qui se fait, quels sont les projets en cours, et donc du coup ça crée du lien, donc que ce soit avec le monde médical ou le monde associatif. Donc ça renforce également on va dire les actions des uns et des autres, donc c'est vraiment très, très intéressant, et des fois on arrive à créer des passerelles assez inattendues. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Charel avait demandé la parole. Oui, bonjour, Jean-Marc Charel, France Rhin. Donc, moi, je suis aussi patient expert. Quelques remarques. L'éducation thérapeutique, même si ça fait déjà longtemps que cela existe, c'est peu connu, malheureusement. Deuxièmement, bien, c'est sûr que les médecins aussi ne connaissent peu l'éducation thérapeutique, peu de temps aussi pour en parler avec leurs patients. Et c'est vrai que c'est souvent des infirmières qui prennent en charge cette éducation thérapeutique. Troisièmement, il faut que les associations mettent les mains dans le cambouis, parce que sinon, ça n'avancera pas beaucoup. Déjà, pour nous, c'est difficile en tant qu'association à les mobiliser déjà des malades, parce que donc nous, on est dans des gens qui ont quand même des pathologies assez lourdes, hein, de dialyse et autres. Les gens greffés, souvent, disons, enfin, c'est plus ou moins terminé, donc on ressort un petit peu du circuit. Donc, il faut être vraiment engagé dans le système pour pouvoir aller au-devant des patients. Après, voilà, c'est certain que les médecins, donc soit par manque de connaissances, soit par manque de temps, ne leur font pas la formation suffisante. Et si on pouvait justement, on essaye de les mobiliser. Alors il y en a avec qui ça fonctionne, où on a des ateliers. Moi je participe en co-animation sur des ateliers, soit pré-greffe, soit pré-dialyse. C'est essentiellement c'est là que je m'occupe. Mais c'est vrai que je vois dans un des établissements où j'interviens, quand on arrive à faire une réunion tous les trimestres, on a 4-5 personnes et c'est vraiment pas beaucoup. Dans un autre établissement, on arrive à faire un peu plus souvent avec à peu près le même nombre de personnes, parce que donc il y a aussi les aidants qui sont là en principe, ce qui permet aussi de faire bien entendre les messages. Mais voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans le déni encore de la maladie, hein, qui ne comprennent pas encore ce qui leur arrive. Et voilà. Mais je pense qu'il faut faire une action forte de communication sur l'éducation thérapeutique. Alors, il y a aussi le terme éducation qui fait peur. Hein, on a souvent parlé. Donc, voilà, c'est plus un accompagnement. On ne va pas dire au bien-être parce que les gens vont se foutre de nous, mais c'est qu'ils prennent en charge un petit peu, qu'ils se sentent un peu mieux malgré leur charge lourde de leur pathologie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il y avait aussi une demande, je crois, de prise de parole de Madame Vander. Je ne sais pas si je prononce bien, hein. Excusez-moi pour les noms. Oui, bonjour. Non, moi, je retrouve assez ce qu'ont dit les deux précédents orateurs. Il me semble essentiel, effectivement, de pouvoir parler de choses déjà très concrètes, d'être présent auprès du public. Ça, c'est pas évident parce qu'en fonction du territoire sur lequel on intervient, mais c'est vrai qu'aller à la rencontre à la fois des professionnels mais du public, c'est déterminant pour se faire connaître. Et deuxième point, ce qui est important aussi, c'est sur les termes, et plusieurs personnes l'ont dit, les termes utilisés, on jargonne souvent, et il faut absolument qu'on arrive à expliquer simplement et concrètement ce que peut apporter l'éducation thérapeutique, en fait. Parce qu'on se rend compte que quand les professionnels, le public ont compris ça, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, mais au moins ils savent à quoi s'en tenir.
Alors, quand vous dites on jargonne beaucoup, du coup, comment faire justement pour éviter ce jargon-là? Parce que c'est vrai que c'est très propre aux professionnels de jargonner, on a vite tendance à... Comment on fait justement pour éviter ce jargon-là, qui a l'air de vraiment d'être compliqué, et voilà, qui ne rend pas la lisibilité, la compréhension de ce que c'est? Quelle solution on peut avoir? Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme solution? Mais je pense qu'il faut effectivement qu'on oublie un peu tout ce qui est termes propres à l'éducation thérapeutique, définir l'éducation thérapeutique, mais pas par ETP. Enfin, déjà, un acronyme, on sait très bien que les acronymes, c'est imbuvable. Éducation thérapeutique du patient, si on décline chaque mot, c'est pas forcément non plus très valorisant. Ça, je pense que ça reflète pas forcément ce qu'on pratique tous au quotidien. Mais j'ai pas la solution comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant d'essayer de sortir de notre cadre et en parler peut-être avec des gens qui n'y connaissent rien et leur expliquer ce qu'on fait pour qu'ils puissent le dire avec leurs propres mots. Je ne sais pas. Alors c'est vrai que c'est riche parce qu'en effet, hein, ça rejoint les constats qui ont été faits dans les entretiens, hein, justement cette difficulté avec ce terme éducation thérapeutique qui fait peur, qui peut faire peur, programme qui peut faire peur aussi aux certains patients en disant oh là là, dans quoi je vais, attention, ça va être compliqué. Il y a aussi beaucoup de choses sur le fait que, en effet, vous l'avez évoqué, les médecins ont vraiment cette méconnaissance et à la fois des programmes d'éducation thérapeutique, mais aussi des ressources existantes sur le territoire en termes d'associations qui pourraient venir en aide s'ils sentent certaines limites par rapport à communiquer dessus. Quelqu'un évoquait aussi peut-être aller au plus près d'où sont les personnes. Moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, c'est vrai que l'objectif de cet atelier, c'est vraiment d'essayer de produire des recommandations, de réfléchir ensemble avec votre expérience, vos constats et de voir finalement qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. On a déjà Madame Adé qui a proposé des choses avec ce travail conjoint entre médecins et associations de patients. Est-ce que vous voyez des choses qui pourraient être développées, travaillées? Alors, Monsieur Trouèche disait, il n'emploie jamais le terme éducation thérapeutique du patient, mais il parle d'accompagnement à la santé. Vous ressentez vraiment une différence quand vous changez les termes, Monsieur Trouèche? Pardon, Trush, ouais, c'est Trush, mais c'est comme ça s'éternue. Oui, en fait, c'est vrai que le terme éducation, effectivement, comme disaient certaines personnes, c'est vrai que ça fait tout de suite sachant. Et c'est dommage parce que c'est vrai que le patient, et c'est vrai que dans le TP, enfin, c'est vrai que moi j'aime bien cette idée-là de dire, ben voilà, on part de ce que c'est le patient. Finalement, lui, c'est sa vie, c'est sa maladie. Donc, quelque part, voilà, d'apprendre déjà à le connaître. Et donc, du coup, à partir de là, je dis, OK, voilà un petit peu, voilà où vous en êtes, voilà ce que vous savez, voilà les stratégies que vous avez pu mettre en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour justement améliorer votre santé? Et qu'est-ce qui vous manque pour y arriver? Donc, on est sur de l'entretien motivationnel en même temps que de l'apport de connaissances. Alors, effectivement, hein, ça demande du temps. Ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Ça demande aussi une adhésion de la personne. Ça dépend aussi. Il y a aussi comment dire, il y a aussi une question de timing. C'est-à-dire que voilà, il y a des fois, on revient souvent sur le même sujet avant qu'il y ait un déclic, entre guillemets, mais ça fait partie du processus d'acquisition des compétences, quoi, tout simplement. Donc, je vois les personnes aussi. Donc, je pense que voilà, vous me rejoignez dans cette idée-là, quoi. Donc, Alors, peut-être juste avant de donner, de rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Charel là dans le commentaire, vous avez parlé d'entretien motivationnel. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Du coup, est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu expliquer quand vous dites je fais de l'entretien motivationnel? C'est-à-dire que voilà, il y a souvent ce discours, on va dire, oui, je sais que je dois le faire, mais voilà. Mais alors après, il y a plein de mais derrière. Hein. Donc effectivement, c'est de trouver
on va dire, ben, les leviers dont dispose le patient, ou de trouver justement quels sont les freins pour essayer de débloquer ça. Et donc derrière, pour ça je disais ça prend du temps, parce que des fois ben, on dit ok, alors vous avez des problèmes de surpoids, où vous en êtes par rapport à votre activité physique? Ok, ben vous marchez marchez pas, enfin vous en êtes où au niveau de votre niveau d'activité? Ok, bon alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement, quelles sont les petites astuces qu'on pourrait éventuellement mettre en place pour vous faire bouger plus, entre guillemets, ne serait-ce que ça. Ça vous fera peut-être du bien, ou alors voir qu'est-ce qui vous bloque. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, etc. Enfin, il y a plein de C'est intéressant parce que c'est vrai que M. Charel évoquait le fait de dire il ne faut pas utiliser dans le bilan éducatif partagé ces termes de questions thérapeutiques. C'est ça, M. Charel? Vous n'avez pas de micro? Tout à fait. En fait, ce qu'il y a, il faut prendre les gens avec bienveillance, les écouter, les faire parler. Et puis justement faire ce qu'on appelle nous en tant que, allez, on va dire entre guillemets professionnels de l'ETP, voilà, c'est trouver, voir les freins et trouver les leviers, mais il faut que ça vienne de la personne qui on a en face de nous, c'est pas à nous de lui dire faudrait faire ci, il faut qu'il le sente et qu'il se l'approprie, et c'est là où ça va fonctionner, sinon ça devient une obligation. Des fois, on le met un peu en porte-à-faux parce que c'est pertinemment qu'il n'a pas été marcher, qu'il n'a pas été faire quelque chose pour améliorer sa santé. Et quelque part, ça le bloque. On est tous pareils. Hein. On n'aime pas qu'on nous mette le doigt où ça fait mal. Et voilà, il faut dans la discussion, faut l'amener à ce que lui-même se remette en question et puisse dire ah bah oui, si je faisais ça, peut-être, et là on conforte et on le rappelle, on dit bah oui, ça serait bien, et voilà. Et c'est pas évident, hein, faut être entraîné à ça, c'est se mettre dans une posture d'écoute active, hein, et pour pouvoir vraiment mettre les gens, les mettre sur les bons rails, hein, voilà. C'est intéressant parce que dans les personnes qui ont été rencontrées, on a entendu des personnes qui évoquaient ça m'a été imposé. C'est-à-dire qu'on a même le sentiment que cette étape de bilan éducatif partagé, où justement il y a cette rencontre et cette compréhension de comment vit la personne, quel est son projet, c'est quoi son environnement, elle n'est même pas existante. Je ne sais pas, Karine, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais c'est vrai que ça a été un petit peu, moi ça m'a un petit peu interpellée d'entendre ça m'a été imposé, on m'a dit de faire ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque? Il faut laisser, c'est le choix du patient, hein, ça fait partie des droits des usagers, que de vouloir, d'accepter, ou de ne pas accepter, entendre ou être soigné. Voilà, donc il y a ce respect à avoir. Et c'est toute la finesse du travail qu'on doit faire, c'est pouvoir solliciter gentiment, et donc de façon à ce que la personne essaye de s'approprier un petit peu ce qu'on veut lui apporter, quoi. Alors, il faut que les gens soient incités quelque part. J'entendais tout à l'heure une personne qui disait le médecin obligeait, après la consultation, à l'aller voir. Oui, c'était un temps, peut-être que c'était bien. Maintenant, c'est un petit peu délicat. Mais voilà, il faut vraiment en parler, il faut que les gens voient. Alors, il faut qu'on trouve un autre nom qu'éducation thérapeutique, ça c'est clair, hein, faut qu'on planche là-dessus. Voilà, il faut que les gens voient ça dans les hôpitaux, chez les médecins, dans les salles d'attente, qu'il y ait vraiment une image forte, hein, pour qu'on puisse, les gens, tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, je vais peut-être aller voir. Voilà, il faut qu'on mette les malades, toutes maladies confondues, chroniques, pour les inciter à aller voir. Et après, chacun des partenaires, que ce soit les infirmières, que ce soit les patients experts, ressources, enfin, tout ce que vous voulez, patients partenaires maintenant on dit, et à ce moment-là, on avancera. Mais voilà, ça va encore demander du temps, hein, c'est pas encore gagné, mais voilà, il faut qu'on change un petit peu le paradigme et puis qu'on avance différemment. Je pense qu'on arrivera.
Mais c'est vrai, au niveau de la communication, c'est toujours là où on a le plus gros souci. Le fait d'imposer, rien que déjà ça, alors vous imposez, et encore en plus, vous faites de l'éducation. Excusez-moi du peu, mais quand vous dites ça à un patient ou même à un enfant, c'est exactement la réaction inverse que vous allez avoir. Donc le patient va dire, moi je fuis, je ne vais pas aller là-dedans, c'est hors de question. Et puis après, oui, de toute façon, il y a une façon d'amener les choses. Éducation thérapeutique, sincèrement et honnêtement, non, va falloir vraiment que les professionnels de santé, que tout le monde se regroupe. Pourquoi pas? Alors là, je vais vraiment très loin, mais pourquoi pas faire une consultation générale en mélangeant des patients, des professionnels, essayer de trouver quelque chose justement. Oui, faire une grosse communication, comme dit Yann-Marc Charel, en disant voilà, il faut impérativement faire bouger les choses. C'est tout à fait ça. Il y a encore trop peu de patients qui connaissent justement ces programmes et qui les aideraient franchement, quoi. C'est là où vraiment, c'est là où il y a vraiment le point noir, si je peux dire. Et puis oui, les médecins qui ne connaissent pas forcément et les associations qui ne sont pas connues, ça complètement d'accord. Donc, il y a vraiment un maillage à faire, un réseautage, comme on dit. Vraiment, il faut que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une instance qui pourrait s'occuper de ça? L'idée des petits déjeuners partenaires, moi, je trouve que c'est une super idée. Donc après, je ne sais pas si en grand test, il y a une possibilité de faire ces choses-là. Là, les webinaires, c'est bien beau, comme on disait avec Madame Oliveira. On peut transformer tout ça. Je pense que vous pouvez réseauter, je pense que vous pouvez recréer justement derrière des choses. Pourquoi pas se dire dans quelques temps, allez, dans 3-4 mois, on se regroupe tous. Tous ceux qu'on a eu, on vous recontacte. Et on refait des choses et on retravaille pour justement faire que cette région bouge véritablement une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a des secteurs où ça bouge beaucoup plus qu'en Champagne. Voilà. Tous les acteurs réunis, ce serait franchement utopique peut-être au jour d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on a vraiment des choses à faire pour les patients et avec les associations de patients surtout. C'est tout dans toutes les régions pareil. Hein. Moi, oui, non, mais je sais, Yann-Marc, je sais. Je sais bien. En Alpes, mais voilà, j'ai des collègues qui sont dans votre région et c'est les mêmes soucis, quoi. Oui, oui. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a des associations de patients. Moi, quand j'ai annoncé ça à ma médecin généraliste, elle m'a regardé en me disant, ça existe? Oui, en effet, docteur. Mais je ne sais pas, c'est une découverte en tant que patiente. Moi, je me dis, mais il y a quand même un sacré problème. Donc, voilà. Donc après, il y a beaucoup de choses à faire, il est clair. Madame Monard, je crois, avait demandé la parole. Ensuite, Monsieur Canap et Madame Lopez. Madame. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis infirmière. Je travaille au sein d'un XAPA, un centre d'addictologie. Où en fait, je suis toute juste sortante d'une formation à l'ETP. Donc, l'idée, en tout cas, c'est de proposer des programmes d'éducation thérapeutique pour nos patients. Donc, je prends en effet tous vos conseils de faire beaucoup de communication, d'être vigilante par rapport aux termes employés. Moi, ce qui me pose la question, c'est que mes patients aujourd'hui, déjà, dans l'addiction, c'est très difficile d'avoir un suivi à long terme parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme. On fait du collectif et on voit bien que le collectif, on est toujours à aller chercher des patients. Finalement, c'est nous qui allons chercher les patients et alors qu'ils expriment certains besoins d'échange, d'information. Nous, on fait déjà de l'information au sein de nos consultations, mais je me pose la question plutôt en termes pratico-pratiques. Est-ce qu'il y a vraiment la rédaction des objectifs d'une séance à une autre avec l'atteinte des objectifs? Comment vous arrivez vraiment à programmer, à organiser un petit peu les choses? C'est peut-être une question très vaste, mais en tout cas qui m'interroge beaucoup parce que nous, on travaille en équipe pluridisciplinaire. Donc, c'est-à-dire qu'un patient peut être vu par plusieurs personnes. Voilà, ça me paraît très compliqué. On est une équipe de 35 professionnels hein, et un patient peut voir entre 3 à 4 professionnels. Donc, si vous avez des idées, des conseils. Ah, ça laisse. Ça laisse un gros sujet. Je ne sais pas Monsieur Canap. Oui, je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à ce qui a été dit jusque maintenant. Pour ma part, j'interviens dans le cadre d'un hôpital, donc à Vittel, où il y a une hospitalisation qui est faite de 3 semaines pour les gens qui souffrent d'obésité et de diabète. Et dans ce cadre-là,
le choix du médecin chef de service a été d'imposer la participation à l'atelier. Donc, si vous voulez, moi au départ, j'étais relativement réticent parce que ça me semblait embêtant. Mais en fait, comment ça se passe? Quand les parents viennent et quand les patients viennent à ce groupe de parole, pour ma part, je me positionne principalement sur le vécu du patient. Et j'interviens sur des difficultés dont même le corps médical n'est absolument pas conscient. Par exemple, quand vous êtes diabétique, vous avez un problème avec votre permis de conduire, puisque d'office, votre permis de conduire n'est plus valable, puisque vous êtes dans une affection de longue durée handicapante. Et donc, ça demande, notamment pour les gens qui utilisent leur permis de conduire dans un cadre professionnel, à demander à avoir une autorisation particulière et autres. On parle par exemple de l'accès à l'assurance par rapport au prêt quand vous avez un investissement à faire. Si vous voulez, là, on se déconnecte complètement de ce qui est médical pour être vraiment sur le contenu du vécu. Et à ce moment-là, les gens en voient l'intérêt et il n'y a plus du tout de problème de participation pour les séances suivantes, puisque là, ils ont bien vu qu'il y avait des sujets qui leur apportaient un plus totalement en dehors du contexte médical. Donc, si vous voulez, après, c'est l'approche qu'on en a et la façon dont on se positionne qui va faire la différence. Mais c'est sûr que l'obligation est quand même problématique au départ. Cependant, si vous ne le faites pas sous cette forme-là, vous avez très peu de gens qui participent comme ça spontanément. Et d'un autre côté, dans le cadre d'une hospitalisation de 3 semaines en hôpital, si vous voulez, c'est un petit peu normal, dans la mesure où la prise en charge est totale par la sécurité sociale, que les gens aient quand même des contreparties. Et à ce moment-là, le fait de participer à un atelier fait partie d'une façon évidente du contexte global. Donc, on peut admettre à ce moment-là qu'il y ait une certaine forme d'obligation. C'est fini pour moi. Merci, Monsieur Canap. Madame Lopez, vous aviez envie d'intervenir également. Oui, je viendrai après par rapport à ma question. Je vais revenir par rapport à Madame Monard. Moi, en fait, ce qui me paraît pratiquement évident, c'est étant donné que vous êtes vraiment beaucoup de professionnels différents, c'est vraiment au moment du bilan éducatif partagé que tout va se faire, en fait, par rapport à fixer des objectifs. Et après, c'est que vous, les 35 professionnels, vous ayez entre vous le même langage, c'est-à-dire que quand il y a un objectif qui va être fixé, par le patient, ce que lui veut, dans quoi il veut avancer en tous les cas, ça va être chacun d'avoir le même langage pour pouvoir après, même s'il voit plein de personnes différentes, de pouvoir garder cette ligne de conduite. Après, j'ai pas d'expérience dans d'autres domaines, en tout cas en éducation thérapeutique, que pour les patients parkinsoniens. Mais après, je suppose que dans tout ce qui est addictologie ou même d'autres pathologies, il y a une certaine relation de confiance qui se crée. Et que ce soit en individuel ou en collectif, les ateliers, tout du moins, c'est au fur et à mesure des rencontres que les choses s'enrichissent et je pense où l'on peut vraiment travailler les choses plus en profondeur avec le patient et justement pour qu'il se livre plus aussi grâce à cette relation de confiance qui se crée. Donc peut-être aussi essayer dans un parcours patient, c'est qu'il ait en tout cas plusieurs fois la même personne. Moi, ça me paraît le plus adéquat, enfin le plus logique. Après, je me trompe peut-être, hein, c'est un ressenti que j'ai. Donc voilà ce que j'aurais à dire par rapport à votre question. Ensuite, moi, je voulais revenir à la base, j'avais levé la main, c'était surtout pour le terme d'éducation thérapeutique du patient. Étant donné que nous, là, au CHU, on n'a pas un programme qui est inscrit à l'ARS. Auparavant, il était inscrit, mais il n'est pas inscrit. Donc, du coup, pour enlever
enfin, voilà, par rapport à l'ARS, pour pas avoir de soucis, on va dire, on l'a appelé autrement. Nous, du coup, on l'a appelé, ce sont des ateliers, c'est un programme d'information et d'accompagnement aux patients. Donc, c'est vrai que du coup, c'est plus parlant pour le patient parce qu'il sait que c'est pas, voilà, que c'est pas de l'éducation, donc il ne s'attend pas déjà aussi à la base à se retrouver soit en groupe ou tout seul et qu'on leur colle à un PowerPoint et puis qu'on leur dise, bon, bah, la maladie de Parkinson, c'est ça. Donc déjà, c'est d'information et d'accompagnement aux patients. Donc, et après, c'est vrai que c'est pendant les entretiens avec le médecin où bah, c'est là où il faut prendre le temps, effectivement, d'expliquer ce que ça va être et aussi d'avoir du temps pour faire des entretiens motivationnels, comme un des participants a parlé. Mais moi, il y a encore, pour moi, il y a encore un frein dans cela, bah, c'est le temps et le nombre de personnes qui sont dédiées. Parce que bah, faire une telle communication, bah, c'est un frein. Moi, au niveau de l'hôpital, c'est vrai que je suis obligée de faire venir les patients parce que bon, un entretien motivationnel par téléphone, c'est pas forcément très voilà, très adapté. Et du coup, ben, voilà, les patients, il faut qu'ils se déplacent jusqu'à l'hôpital pour que je leur explique déjà que quand je dois les faire venir pour faire le bilan éducatif partagé au départ, ils ne comprennent pas trop ce que c'est. Donc, même si je leur explique, ben, du coup, ça les embête un petit peu, finalement. Et donc, finalement, c'est même les patients au départ qui sont volontaires pour pouvoir suivre un programme, pour pouvoir avoir des informations, des conseils, des échanges avec d'autres personnes, ben, finalement, ça crée un autre frein même pour ces personnes-là. Donc, c'est vrai que, et mobilité, j'avais déjà pensé aussi à aller, par exemple, demander des locations, par exemple, de maisons de quartier pour pouvoir faire des réunions et des ateliers sur place. Mais ça demande un travail monstre. Et moi, étant toute seule sur le poste, voilà. Donc, j'apporte pas beaucoup de solutions, mais j'apporte d'autres freins, effectivement. Mais c'est vraiment très complexe. Très complexe parce que je pense pas que ça se résume seulement au terme d'éducation thérapeutique parce que en trois mots, déjà, on peut éclaircir beaucoup plus les choses auprès du patient, mais c'est le manque de temps dans tout, quoi, finalement. Alors, je vous rejoins complètement, Madame Lopez, parce que du coup, dans une des difficultés évoquées par les personnes lors des entretiens, c'était justement cette problématique aussi d'accessibilité, donc accessibilité temporelle, accessibilité de devoir revenir, de faire des déplacements, on le verra, c'est dans le webinaire de cet après-midi, dans l'atelier de cet après-midi. C'est vrai que c'est un frein qui est très conséquent et qui du coup va parfois nuire vraiment à l'inclusion et à l'abandon, c'est-à-dire que du coup certaines personnes vont abandonner parce que ça leur demande trop de temps dans leur vie personnelle, qu'elles sont déjà aussi impliquées sur d'autres choses. Donc c'est vrai que c'est un point qui a été abordé et qu'on abordera cet après-midi justement. Mais du coup, je voulais revenir parce que quelqu'un a mis justement dans le chat, c'était Madame Berger, donc qui est médecin, je crois, à l'Institut de cancérologie à Angers, évoquait justement le fait de changer de terme, d'appeler ça plutôt accompagnement, mais que ça pouvait justement peut-être poser problème par rapport à un autre dispositif. Je ne sais pas si c'est ça, Madame Berger. Ah, je ne sais pas si elle est peut-être plus là. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on ça s'entend. y est. Juste un problème de réactivité de mon ordinateur. Bonjour. Oui, effectivement, éducation thérapeutique, nous, on dit souvent aux patients, en fait, c'est un gros mot, hein, c'est pas l'école. On va faire tout ce qu'on peut pour vous aider, vous. On ne s'occupe pas vraiment de votre maladie, mais on s'occupe de vous en tant que personne. Et donc, ça passe mieux, mais ça consomme, comme il a été déjà dit, ça consomme énormément de temps. Et donc, il faut pouvoir se poser et avoir ce temps-là. Oui, il y a aussi pas mal d'échanges dans le chat justement sur cette notion d'entretien motivationnel. On voit que ça anime un petit peu cette notion d'entretien motivationnel.
c'est vrai que quelqu'un disait, est-ce qu'on en parle avec les patients et quelqu'un a très bien rebondi, c'est Mme Monard qui disait justement, c'est pas réellement quelque chose qu'on parle avec des patients, c'est plutôt vraiment un état d'esprit, une posture, puisque c'est des techniques qui vont être utilisées, donc avec justement des techniques de questions ouvertes. Et c'est vrai que ça va vraiment rebondir sur ce qui a été évoqué lors des entretiens dans la première phase de ce projet-là. On avait beaucoup de personnes qui nous ont évoqué qu'elles n'avaient jamais fait de bilan éducatif partagé, c'est-à-dire qu'elles sont rentrées, comme ce qui a été évoqué dans la petite audio, hein, on leur a proposé directement comme ça une journée d'éducation thérapeutique, et il n'y a pas eu en fait ce bilan éducatif partagé, et il n'y a pas eu donc ce qu'on appelle nous un programme personnalisé, c'est-à-dire qu'à un moment donné il est censé avoir un programme personnalisé derrière un bilan éducatif. Donc Madame Berger. Oui, alors après, nous, ce qu'on voit, alors on est en cancéro, donc c'est un petit peu différent parce que les patients sont un peu plus captifs pendant des périodes de temps données. La gravité de la maladie et des traitements sont un peu plus angoissants. Donc, quand ils ont la possibilité de discuter avec d'autres soignants ou d'autres médecins, ils sont un peu, une fois qu'on arrive à fidéliser très bien les patients, enfin, c'est pas bien dit, mais on arrive à établir une relation de confiance et on arrive à les suivre et à les aider. Enfin, j'espère. Je pense que ETP, c'est pas joli. Mais c'est dans la loi. Et les patients ne savent pas toujours qu'ils ont eu un bilan éducatif. Ils ne savent pas toujours qu'ils ont eu accès à quelqu'un qui a discuté avec eux et qui a fait cette première visite, cette première relation de confiance. Donc, on voit tellement de gens à l'hôpital, des blues, les gens se présentent, mais on ne sait pas qui c'est. Enfin, on n'entend pas tout. On donne des documents. Nous, on a un classeur énorme avec tous les documents pour le suivi du traitement. Les patients ne savent pas qui a donné, si c'est l'oncologue médical, si c'est le chirurgien, si c'est le radiothérapeute. Donc, je comprends que les patients, des fois, ils ont probablement un bilan éducatif, ils n'ont peut-être pas formalisé un parcours personnalisé de soins ou en éducation, mais ils ne se rappellent pas toujours qui a fait quoi et si c'était de l'éducation thérapeutique. Après, peut-être qu'effectivement, la première étape, le BEP, le bilan éducatif partagé, n'est pas forcément toujours très bien formalisé. Donc, mais je pense qu'on n'est pas lisible et que le patient, il n'arrive pas à savoir qui fait quoi, il ne sait pas à qui il a affaire et on a beau lui dire on fait de l'éducation thérapeutique, je crois qu'on n'est pas lisible, c'est pas joli. Je suis d'accord avec vous. Hein. Pour rebondir, on avait des patients qui disaient « Ah non, je ne participe pas ». Alors, on savait qu'ils participaient à des programmes d'éducation thérapeutique, mais qui nous disaient « Non, non, on ne participe pas à des programmes d'éducation thérapeutique. Non, non, c'est mes consultations de soins. Bon, il y a d'autres personnes, mais c'est des consultes, quoi. » Enfin, voilà, exactement. C'était du soi. Il y a quelques années, pour un bilan quadriennal d'un de nos programmes, on a fait une enquête auprès des médecins. Alors, on a choisi les médecins dont on suivait les patients. Des médecins qu'on avait informés par courrier, en suivant scrupuleusement les recommandations de la HAS, d'envoyer un courrier au médecin traitant en disant « Voilà, bonjour monsieur, votre patient est entré dans un programme de thérapeutique, il a la possibilité de suivre tous ses ateliers thérapeutiques, on vous informera du déroulé du programme. » Et on a fait une enquête auprès de ces mêmes médecins pour savoir ce qu'ils pensaient de l'éducation thérapeutique, si ça avait changé la vie des patients ou si ça avait changé leur vue, eux, de ce que savait le patient. Et la majorité des médecins qui avaient été informés nous ont dit non, on n'a pas de patients qui suivent un programme d'éducation thérapeutique. Donc, même les professionnels de santé ne comprennent pas ce que c'est. Donc, c'est un peu dommage. On va pas jeter la pierre aux patients de ne pas savoir nous identifier alors que même les professionnels de santé n'ont pas compris qu'on les informait que leurs patients étaient inclus dans un programme et qu'on essayait de les aider. Dans le chat, il y a beaucoup de discussions autour de la question de l'entretien motivationnel avec M. Canap, notamment, qui disait est-ce qu'il y a un aspect un peu jugement? Alors, je ne sais pas si je reflète bien votre écrit, M. Canap, autour de il y aurait des gens qui manqueraient de motivation et il y aurait une notion un peu de jugement. Je ne sais pas si vous avez envie de dire quelque chose. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça parce que, notamment dans le diabète, où la notion, si vous voulez, quand vous êtes diabète de type 2, dans l'esprit de beaucoup de gens, si vous êtes diabétique, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour ne pas l'être. Et donc, faire un entretien motivationnel, c'est aussi apporter un jugement par rapport à votre motivation. Est-ce que vous êtes en capacité? Est-ce que vous avez fait suffisamment d'efforts pour y arriver? Et ça, c'est excessivement dommageable parce que si le diabète se résumait à ça, ça saurait et ce serait problématique. Mais la difficulté, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, d'ailleurs y compris dans les proches ou dans les aidants, il y a aussi cette notion-là, mais tu es diabétique parce que c'est de ta faute, tu as mangé trop de sucre, tu n'as pas fait ce qu'il fallait.
Et en plus, quand vous êtes dans un système hospitalier, où vous êtes dans un service qui gère le diabète, mais aussi l'obésité, cette notion-là est encore plus présente. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas du tout renvoyer une image négative aux patients. Alors, je rebondis, hein, mais je vais peut-être donner la parole à Madame Persani, qui est normalement dans les participants. L'entretien motivationnel, normalement, il n'y a pas à porter un jugement sur la personne, ni sur son comportement, ou sur ce qu'elle fait ou ne fait pas. Hein. C'est pas ça, normalement, l'entretien motivationnel. Hein. Donc, du coup, c'est peut-être aussi que la personne qui fait l'entretien motivationnel, si elle fait ça, elle n'a pas compris le sens, en tout cas, de l'entretien motivationnel. Je ne sais pas si Marie est là ou pas pour aborder un peu l'entretien motivationnel. Non. Alors, ça met toujours un temps, hein, peut-être pour les micros. Madame Monard aussi avait réagi dans le chat autour de la question du non-jugement, effectivement, de l'approche de l'entretien motivationnel et d'accompagner une personne là où elle en est. Son motivation et son ambivalence, et bien évidemment de ne pas entrer par il y aurait des personnes motivées et non motivées. C'est vraiment la question plutôt d'une ambivalence qui peut être présente. Je ne sais pas, Madame Monard ou Monsieur Trush qui demande également la parole sur cette question peut-être de l'entretien motivationnel. Monsieur Trush, voulez-vous prendre la parole? Ou Madame Monard? Allez-y, je vous en prie. Alors, en effet, c'est ce que vous expliquez. On ne va pas demander à la personne si elle est motivée ou pas motivée. C'est pas ça l'entretien motivationnel. C'est vraiment pour la personne diabétique, par exemple, de type 2, on lui demanderait plutôt. C'est vraiment en fait on va utiliser de la question ouverte ou reflétée ou résumée. C'est vraiment des techniques d'entretien. C'est pas on va demander à la personne est-ce que vous êtes motivé ou pas motivé à vous soigner. Non, c'est pas ça. C'est vraiment quelles sont les choses que vous pourriez faire pour améliorer votre problématique. C'est vraiment de la question ouverte et puis c'est vraiment de la technique d'entretien. On n'est pas du tout dans évaluer la motivation de la personne. On va travailler sur l'ambivalence. Je sais que c'est pas bien de manger du sucre, mais malgré tout, j'adore ça. Et bien du coup, on va travailler sur cette ambivalence-là. On ne va pas travailler sur sa motivation, on va travailler sur l'ambivalence de la personne. Monsieur Trush, vous aviez envie de compléter quelque chose sur ce… Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je complète ce que vient d'expliquer Madame Mona. En plus de ça, lors de l'entretien motivationnel, finalement, c'est nous qui sommes là pour accompagner à la motivation. Donc, ça veut dire que également, on se base, on valorise ce que le patient a déjà réussi à mettre en place. Donc, on part toujours de là où il en est. Donc, qu'est-ce que vous avez réussi qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Ok, donc ça fonctionne, très bien. Ben, alors, on va essayer de continuer sur cette lancée. Et qu'est-ce qui vous manque pour peut-être faire durer ces efforts-là, ou en tout cas, comment faire que ces efforts n'en soient plus et que ça rentre finalement dans votre mode de vie? Et donc, c'est vraiment ça le but de l'entretien motivationnel. Alors, effectivement, c'est ce que bon, j'ai pas réagi, mais c'est vrai que entretien motivationnel, ça fait très comment dire, technique, parce que c'est vrai que ça rapporte à une technique. On ne parle pas d'entretien motivationnel directement avec le patient, parce qu'effectivement, je rejoins M. Canap, du coup, ça devient jugeant, ce qui n'est absolument pas le but recherché, au contraire. Monsieur Canap, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je vois le défilé des commentaires sur le côté et je vois à de nombreuses reprises qu'en fait, les gens, on ne leur dit pas qu'il faut un entretien motivationnel. Alors ça aussi, moi, ça m'interroge parce que quelque part, vous savez, quand vous avez un parcours de patient, que vous avez vécu un certain nombre de choses, d'abord, bon, moi, je suis heureux de voir que certaines personnes parmi vous font les entretiens motivationnels d'une façon tout à fait constructive, mais ce n'est pas toujours le cas. Et d'un autre côté, tout le patient, toutes les agressions qu'on a pu avoir à travers notre parcours médical, eh bien, il ressort à un moment donné. Et en plus, quand vous dites les gens ne sont pas conscients qu'eux, mais par contre, les gens sont conscients que toutes leurs réponses vont être analysées, vont être dans un dossier et quelque part vont rester. Et ça, quelque part, forcément, vous mettez le patient sur la défensive.
Monsieur Charel disait, nous sommes des motivateurs, ce à quoi certains soulignaient par un pouce. Madame Persiani voulait prendre la parole. Très plus ou moins doué. Je suis d'accord. Madame Persiani, vous étiez hors connexion, vous nous avez réussi à nous rejoindre. On vous laisse la parole si vous le souhaitez. Ou pas, il y a peut-être de nouveau un problème de connexion alors. C'est compliqué en ce moment le flux. Alors, du coup, peut-être pour poursuivre et pour essayer de... Ah, ça y est. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ça dépend toujours. L'entretien motivationnel, c'est un outil. Donc, ça dépend quelles sont nos intentions derrière l'utilisation de cet outil. C'est est-ce qu'on est là pour partir des préoccupations des personnes et ce qui nous importe, c'est vraiment la rencontre avec la personne, qu'est-ce qu'elle vit, quelles sont ses peurs, comment je peux, en tant que professionnel, l'accompagner, l'aider. On est dans une sincérité. Donc, c'est effectivement, parfois, hein, j'entendais monsieur, je ne sais plus, monsieur Charel, je crois, dire ce qui va compter, c'est effectivement comment on utilise cet outil. Ça ne parle pas forcément aux patients quand on dit entretien motivationnel, mais par contre, de demander à la personne comment elle est en ce moment, comment elle vit les choses, comment on peut l'aider, c'est vraiment lui redonner une place de sujet. Et c'est ce qu'on cherche, c'est vraiment parler en sincérité d'égal à égal. Mais c'est vrai que si on utilise l'entretien pour faire changer les gens dans la direction que nous, on a pris ou qu'on a décidé seul, eh bien effectivement, là, on s'apparente davantage à une forme de manipulation, c'est-à-dire qu'on utilise l'entretien pour faire changer les gens. Or, là, ce n'est pas du tout l'esprit de l'entretien motivationnel, hein, c'est vraiment l'esprit plutôt de partir des préoccupations des gens avant de vouloir effectivement penser une orientation sur un accompagnement. Mais merci beaucoup, merci pour cette intervention. On va peut-être, parce qu'il nous reste encore 15 minutes, essayer de synthétiser les premières pistes de réflexion qui ont été évoquées lors de ce temps-là, lors de vos échanges sur les recommandations justement par rapport à l'inclusion des patients. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Ça va? Ça y est, on le voit, Sandrine. Oui, ça met un petit peu de temps aujourd'hui. Donc, les premières recommandations qui ont été évoquées, c'est-à-dire qu'on avait laissé sur notre site internet la possibilité pour que les personnes puissent formuler des recommandations par rapport à l'inclusion des patients et aux autres thèmes qui vont être abordés sur les ateliers suivants. Et il en est déjà sorti de cette première consultation différentes recommandations. La première, comme vous l'avez très bien évoqué, je pense aussi à un moment donné, c'était de réorienter la communication. C'est-à-dire, au lieu d'expliquer comment cela va se passer, c'est-à-dire souvent dans les ateliers ou dans la communication, on évoque, il y aura un atelier diététique, un atelier sur l'activité physique, un atelier sur le vécu du patient. Et bien, au lieu de parler de plutôt qu'est-ce qu'il va y avoir, c'est qu'est-ce que ça va apporter pour les patients, pour les personnes qui vont participer à ces ateliers-là. Ensuite, il y avait un autre point qui avait été abordé, c'était justement de créer une communication à destination des médecins généralistes. Vous l'avez très très bien soulevé. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui aujourd'hui ne connaissent pas encore ce que c'est l'éducation thérapeutique du patient, ne connaissent pas non plus les associations qui existent pour pouvoir accompagner, si faute de temps, ils n'ont pas assez de temps de pouvoir en parler auprès de leurs patients, mais peut-être relayer l'information, comme ce qu'évoquait tout à l'heure Madame Cadet, relayer l'information auprès d'associations qui pourraient faire ce travail-là. Intégrer des patients dans la création de supports de communication, on l'a très bien dit, je crois que ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous, on jargonne beaucoup entre professionnels. Alors c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on a envie de dire beaucoup de choses sur ce programme d'éducation thérapeutique, on a envie de montrer les objectifs que ça peut apporter, de montrer voilà, toute cette équipe pluridisciplinaire qu'il peut y avoir autour, mais peut-être que c'est trop. Et peut-être que justement, si on fait participer une personne qui vit avec une pathologie, un patient pourrait peut-être aussi questionner cette communication qui est faite. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est finalement un outil qui pourrait être facilement lisible, compréhensible pour les personnes?
Peut-être même réinterroger. On a évoqué tout à l'heure M. Trush qui disait ben, moi, je suis au plus près des personnes. C'est vrai qu'il est dans un quartier politique de la ville. Est-ce que la communication, elle est la même? Peut-être que la communication n'est pas la même. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à une communication qui soit aussi adaptée aux patients qu'on a envie de toucher. À qui ils sont? Est-ce qu'ils sont à la campagne? Est-ce qu'ils sont en ville? Est-ce que du coup, ils sont dans un quartier politique de la ville? C'est quoi leur pathologie? Qui sont-ils? Est-ce que c'est des personnes qui travaillent ou qui ne travaillent pas? Peut-être qu'il faut revoir cette communication. On est sur des supports de communication actuels qui sont identiques pour tout le monde. Mais est-ce qu'une communication identique pour tout le monde touche? Autre chose qui est évoquée, c'est coopération entre professionnels de santé et patients. On l'a très bien vu avec l'exemple de Madame Adé. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à comment retravailler cette coopération entre les patients, les associations de patients et ces professionnels de santé. Qu'est-ce que peut apporter ces associations de patients? Parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie richesse, ils peuvent apporter énormément de choses auprès des professionnels de santé, et de la même manière que les professionnels de santé peuvent apporter énormément de choses à ces associations de patients, comment on peut renforcer cette coopération? Certains ont même évoqué l'expérience d'orienter peut-être, si je n'ai pas le temps, en tant que professionnel de santé, que je ne sais pas comment parler de ce programme d'éducation thérapeutique, peut-être orienter vers un patient expert qui pourra peut-être mieux parler de ce qu'est un programme d'éducation thérapeutique du patient. Autre chose, autre élément évoqué, le terme éducation thérapeutique du patient. Alors ça, vous l'avez dit haut et fort, ce terme-là, déjà, quand on dit éducation thérapeutique, ça pose tout de suite le regard de « il y a un sachant et il y a celui qui est en dessous ». Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de développer, de transmettre comme information? Donc ce terme d'éducation thérapeutique, eh bien peut-être qu'il va falloir retravailler ce nom. Alors il y avait eu des débats au national qui avaient commencé un petit peu à débuter sur cette problématique d'éducation thérapeutique, sur le regard que les gens posaient en disant éducation, mais attendez, moi je suis éduquée, je n'ai pas besoin qu'on m'éduque. Donc certains ont évoqué peut-être un terme, alors parler plus de programme d'autogestion par les pairs. Tous les participants sont des experts et leurs savoirs sont valorisés. Alors, je vous donnerai la parole après pour voir ce que vous en pensez. Et puis, certains ont même évoqué comme recommandation, il faudrait peut-être qu'on s'appuie sur ce marketing social. On n'est pas bon en communication et peut-être de travailler sur ce marketing social pour faire un focus, justement, regard sur l'attractivité et la lisibilité de l'intervention. Il faut qu'on puisse valoriser les apports de ces programmes d'éducation thérapeutique, ce que ça apporte pour les gens, pour rendre lisible auprès des personnes, justement, parce que c'est ça qu'elles ont envie. Il y avait quelqu'un qui disait très bien dans les entretiens, j'ai pas envie qu'on me dise comment ça se passe, j'ai envie qu'on me dise que ça m'apporte. Qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien comme petite technique, comme petite pratique, comme solution? Et pas qu'il va y avoir 6 ateliers animés par un diététicien, un nutritionniste, un psychologue, ça ne m'intéresse pas. Et réfléchir à l'inclusion, peut-être ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'inclusion selon la typologie et la spécificité du public. Il va peut-être, certains évoquaient, prévoir une étude. Est-ce qu'il ne faut pas regarder quel est le public sur notre territoire? Est-ce que c'est des personnes de quel âge? Des personnes plutôt qui vivent en milieu urbain, en milieu rural, plutôt, je ne sais pas moi, plutôt des professionnels ou des personnes qui sont au chômage ou qui sont à la retraite, et identifier peut-être une stratégie d'inclusion différente selon ce type de public. Voilà en tout cas les recommandations qui sont sorties, qui croisent celles que vous avez évoquées, parce que justement vous aviez aussi évoqué pour d'autres cette idée d'entretien motivationnel. Et Monsieur Canap l'a très bien dit, attention, tout le monde croit faire de l'entretien motivationnel, mais faisons-nous réellement de l'entretien motivationnel? Donc peut-être rajouter de l'entretien motivationnel dans ces inclusions. Les exercices de mode coordonné, certains évoquaient justement peut-être de se rapprocher de ces exercices de mode coordonné pour pouvoir aller au plus près du public et pouvoir peut-être communiquer sur ces programmes d'éducation thérapeutique. Donc, je vous laisse la parole. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça reflète un peu les échanges que nous avons eus ce matin? Dans le chat, effectivement, était cité, est-ce qu'on accepterait en tant que professionnel de se dévoiler autant que ce qui est demandé parfois des patients? C'est cette question de confiance, d'alliance. On parle de l'outil entretien motivationnel, mais en tout cas d'une posture d'alliance
dont on a beaucoup parlé, qui ressortait peut-être moins dans les recommandations écrites, qui est nécessaire à la question d'une inclusion, d'une orientation, mais en tout cas quelque chose d'actif, de remettre les personnes comme sujet de leur parcours et de faire alliance, faire confiance et être des accompagnateurs finalement de cette alliance-là. Et puis une deuxième chose qui est ressortie aussi du chat, c'est de s'appuyer effectivement sur les exercices coordonnés ou sur les conseils de l'ordre par les URPS, sur les libéraux, en tout cas de faire réseau, et Madame Barrel le disait, pour essayer de travailler en partenariat, dans un mode de réseautage et d'une cohérence des professionnels qui travailleraient ensemble de manière effectivement cohérente. Oui, c'est justement l'idée de ces recommandations-là, c'est de pouvoir se nourrir vraiment de votre expérience, de vos regards, d'expériences qui ont peut-être très bien fonctionné et de pouvoir les relayer. Donc ça, c'est dans notre dernière de pouvoir les relayer aux différents politiciens, enfin politiques, structures qui œuvrent, qui mettent en place des programmes d'éducation thérapeutique pour pouvoir voir en fait ce qu'on peut faire bouger. Et justement, dans cette dernière table ronde, on aura des représentants de différents dispositifs, que ce soit les URPS, que ce soit les exercices coordonnés, que ce soit l'ARS, pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. On voit bien, vous l'avez très bien dit, hein, il faut du temps que les choses bougent, mais c'est justement par ces temps d'échange, de co-construction, de co-réflexion ensemble qu'on peut faire bouger les choses. On voit bien que l'éducation thérapeutique, il y a quelques années, n'est pas la même aujourd'hui, mais il y a encore des choses à faire bouger. Donc, il faut qu'on puisse faire remonter nos idées et faire remonter nos pistes par rapport à ça, quoi. Donc, vous pourrez toujours, même si l'atelier est terminé, continuer à contribuer dans les recommandations via le lien, on vous mettra un lien sur le chat, où vous pouvez continuer à contribuer sur les recommandations pour les 3 thèmes, que ce soit l'inclusion qu'on a échangé ce matin, l'accessibilité et la co-construction avec des personnes vivant avec une maladie chronique. Le lien a été mis, Sandrine, par notre collègue Aurélie dans le chat 11h14. Vous retrouvez le lien sur lequel vous pouvez continuer à contribuer, effectivement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de donner leur point de vue sur ces recommandations? Ça va, ça reflète à peu près ce qu'on a pu échanger. Alors, ça reste encore beaucoup de choses à travailler, hein, mais bon. Il disait très bien, Monsieur Charel, je pense qu'il faut que chacun de notre côté, on puisse bouger, qu'on puisse continuer à faire ce plaidoyer. Karine, je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose. Ah, on ne vous entend pas, Madame Barrel. Ça y est, je crois. Vous m'entendez? Oui, ça le fait une fois sur deux. Donc, non, les recommandations, de tout ce qu'on a dit ce matin, de toute façon, comme dit Monsieur Charel, hein, il va falloir encore un peu de temps, il va falloir encore beaucoup d'actions, je pense, pour faire bouger les choses. Maintenant, c'est ce qu'on dit aussi sur le réseau professionnel LinkedIn, les choses bougent petit à petit. Donc, il y a quand même déjà certaines portes ouvertes qui se font petit à petit dans certains établissements, vis-à-vis de certains patients qui sont de plus en plus inclus dans des programmes. Voilà, il y a des professionnels de santé qui commencent à avoir une réalité et qui veulent justement modifier et changer les choses. Donc, bon, mais c'est pas demain que tout va se faire en un claquement de doigts. Et j'en reviens toujours au même, il n'y a qu'en travaillant tous ensemble, en faisant justement autant l'hôpital que la ville, parce que ça, il ne faut pas l'oublier que cette collaboration a quand même beaucoup de mal à se faire. Alors ça, je parle pour le coup de mon point de vue personnel. Je pense que c'est à peu près, peut-être pour d'autres patients, je ne sais pas si c'est la même chose ou pas, mais entre les libéraux, entre l'hôpital, médecins généralistes, la communication, rien que pour un dossier patient ou autre, et là, on l'a bien vu, il n'y a pas trop de suivi non plus. Médecin généraliste qui n'est pas au courant qu'on fait de l'éducation thérapeutique sur un patient, ça me paraît... comment vous dire, je vais être surprise, on va dire ça comme ça, en étant poli. Mais c'est voilà, au jour d'aujourd'hui, on se demande comment c'est encore possible cette chose-là. Donc voilà, il faut vraiment inclure, pour moi, il y a une nécessité d'inclure vraiment tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, que ce soit hôpital ou ville, il faut vraiment qu'on travaille avec le patient et que tout soit fait dans ce sens-là. On ne travaille plus pour, on travaille avec le patient. Donc ça, il faut aussi se le rappeler et éduquer, motiver, oui,
mais ne pas obliger surtout. Ça, on n'y arrivera pas si on a encore ces termes-là d'il y a quelques années en arrière. Il faut vraiment une collaboration. Je suis désolée, mais c'est comme ça que moi je le vois au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a encore des choses à faire. Monsieur Charel voulait prendre la parole, ainsi que Madame Lopez. Disons que voilà, faut motiver déjà les patients experts. Alors bon, moi je me suis très engagé déjà depuis quelques années. Donc j'interviens en tant que représentant des usagers. J'ai pris la présidence d'une CDU. J'ai participé à l'élaboration du projet d'établissement donc pour ces 4 années à venir, où donc j'ai pu aussi apporter des éléments, et donc ça a été bien pris en compte dans le projet d'établissement, où on veut faire appel, d'abord on parle de patients partenaires déjà, ce qui est quand même assez rare, et où on parle aussi bien des patients experts pour travailler avec les équipes, pour travailler à la formation des professionnels, notamment infirmières et aides-soignantes. Et je pense que, voilà, moi j'ai lancé aussi ce projet. Je suis en train de regrouper au sein de l'hôpital où je suis, déjà de voir avec les professionnels qui se sont intéressés, parce qu'il y a quand même quelques ateliers d'éducation thérapeutique, mais si on ne va pas le demander, on ne sait pas qu'ils existent. Donc voilà, je fais ce travail, je veux essayer de regrouper au sein de l'hôpital, avec les associations partenaires de l'hôpital, tous les moyens, trouver les ressources en patients experts, ressources, enfin, tous les gens qui ont envie de participer à accompagner leurs collègues, pour justement faire un groupe. Et au moins, avec un groupe, on pourra travailler. Déjà, ça va faciliter la chose. Hein. Quand on est plusieurs, on peut faire beaucoup plus de choses. Et pour avancer sur toute pathologie, donc pour celles qui sont au sein de l'établissement, qu'on puisse développer, travailler ensemble. Et c'est ça qui va donner. Donc déjà, motiver les patients ressources pour justement aller de l'avant et pour de faire un effort pour aller aussi vers les professionnels, que ce soit les infirmières, les médecins, les administratifs et notamment la direction, pour pouvoir donner cet élan. Voilà, il faut qu'on se bouge. Enfin, je parle là aux patients experts qui est là sur cette table virtuelle, mais voilà, c'est ça, c'est à nous de bouger. Malheureusement, je m'excuse auprès des professionnels, vous n'aurez pas, parce que vous êtes déjà pris dans votre travail, vous n'avez pas assez le temps, vous l'avez dit d'ailleurs, donc il faut que les patients viennent à votre rescousse et qu'on travaille ensemble. Donc ça, c'est essentiel. Nous, on voit les motivateurs, hein, je disais tout à l'heure, je l'ai écrit, il faut qu'on motive aussi bien les professionnels, nos collègues ressources, et puis tout l'ensemble des patients. Voilà. Merci pour cette finalement conclusion optimiste et constructive, Monsieur Charel. Madame Lopez, vous aviez envie aussi d'intervenir. Oui, mais finalement, ça a été déjà décrit dans les petits commentaires à côté. C'était plus par rapport à la communication avec les médecins traitants. Effectivement, nous, on communique à chaque fois qu'un patient suit un programme d'éducation. Un courrier est envoyé au médecin traitant déjà avant la prise en charge, avant qu'il n'effectue les ateliers, et à la fin de la prise en charge avec un petit commentaire sur ce que ça a pu lui apporter. Donc, mais effectivement, comme ça a été dit sur le côté, apparemment, les médecins traitants aussi n'ont pas forcément le temps de lire les courriers. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi une méconnaissance. Donc, effectivement, le petit onglet éducation thérapeutique du patient dans le dossier patient, ce serait une excellente idée. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Écoutez, en tout cas, je vous remercie tous vraiment pour cette richesse d'échanges, d'expériences, de points de vue et de belles perspectives, parce que je tiens à dire, je pense vraiment
qu'il faut qu'on en fasse quelque chose et qu'on fasse remonter toutes ces recommandations-là, et peut-être de réfléchir, en effet, comme vous disiez Mme Lopez ou Mme Berger, à pourquoi pas un onglet, ou en tout cas voir avec les principaux concernés comment on peut faire pour améliorer cette communication, parce qu'ils sont beaucoup noyés par différentes choses, et de la même manière que les professionnels en santé sont noyés par énormément de choses. Voilà, je pense qu'au regard, en croisant ces expériences, ce regard, ces idées, ces solutions, on va peut-être essayer de faire bouger un peu les choses. Ça prend du temps, mais bon, on a le temps et on se dit, allez, de toute façon, il faut qu'on le fasse. Moi, en tout cas, je tenais vraiment à tous vous remercier. Je tenais à remercier Anne-Patrice et Aurélie Simonin qui ont vraiment bien géré le chat et tous ces commentaires qui ont défilé. Karine Barrel, ben, du coup, qui nous a vraiment aidé sur cette construction de webinaire, qui nous a permis de rendre ça aussi plus adapté aux patients, et ça fait du bien. Merci. Voilà. Et je tenais aussi à vous dire, donc, vous pouvez toujours continuer, en tout cas, à proposer vos recommandations sur le site internet, donc le lien qui vous a été mis. Et puis, vous recevrez donc normalement dans les jours qui arrivent un dossier documentaire sur l'inclusion des patients. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans cette période de Noël où vous dites tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ce temps? Lire un petit peu de documents, des expériences qui ont été faites sur l'inclusion des patients. Un questionnaire d'évaluation qui nous permet aussi de savoir si ce format-là, c'est un format qui est adapté, qui est en tout cas tenable, et de réajuster ces formats-là. Et puis, vous recevrez un lien pour aller voir la vidéo qui sera mise en Donc, en tout cas, je vous remercie tous et puis je vous souhaite un bon appétit parce que ce sera bientôt l'heure de manger. En tout cas, une bonne fin de matinée. Et puis, pour ceux qu'on retrouvera au prochain webinaire, j'ai hâte de vous retrouver et de continuer nos échanges sur d'autres thèmes. Donc, les ateliers de webinaire, il y en a un cet après-midi sur l'accessibilité qui a été pas mal aussi abordé ce matin, sur les difficultés d'accessibilité. Le 2 décembre, sur la co-construction avec des patients experts. Qu'est-ce qu'on entend par co-construction, par implication des patients? Et la dernière table ronde qui sera le 15 décembre avec différents représentants, hôpitaux, exercices coordonnés, médecine libérale, pour voir finalement, par rapport à toutes ces recommandations qui ont été formulées, qu'est-ce qui peut être possible, envisageable à mettre en place et quelles sont nos perspectives d'amélioration sur ces programmes d'éducation thérapeutique. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous et puis à très bientôt.